Romdawi, c'est Bringdil, et aujourd'hui, on est en été, il fait chaud, on va donc parler des nains du feu. Alors, donc les nains du feu, ils vont avoir plusieurs noms que je vais utiliser de manière interchangeable au fur et à mesure que je les confonds. Leur nom officiel, c'est les Fire Slayers, donc les tueurs de feu. En français, ça a été traduit par pyro-tueurs. Les nains eux-mêmes les appellent les Drengijar, donc les tueurs de feu. Premièrement, on peut remarquer assez rapidement que ça ressemble beaucoup à Dawijar, qui était le nom utilisé par les nains pour parler des nains du chaos avant. Donc on est sur un nom assez similaire, et au final, c'est des types qui habitent dans le même genre de milieu, à savoir des espèces de landes volcaniques dévastées, mais qui n'ont pas du tout la même approche de la vie. Mais voilà, c'était juste, je voulais pointer cette petite similarité. Ok, donc les Drengijar, qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Les mêmes questions que d'habitude. Alors, qui sont-ils ? Ce sont des nains, des Duardins, qui vivent dans Aqshy, à l'origine. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Mais alors, pourquoi sont-ils différents des dépossédés qui vivent dans les cités de Sigmar et des Caradhran ? Pour cela, il faut remonter à l'âge des mythes. En fait, l'âge des mythes, c'est la période avant l'âge du chaos, qui était la période avant l'âge de Sigmar. Pour faire rapidement une petite chronologie, End Times, le monde de Battle est détruit, Sigmar se retrouve dans un espace vide sans planète, mais un signe du destin, alors on ne sait pas vraiment si c'est des dieux supérieurs, donc typiquement les anciens, ou juste de la chance, mais Sigmar en fait se retrouve accroché à une comète qui était le noyau de la planète de Battle, s'écrase dans les royaumes mortels, il est aidé par Dracotion, donc le grand dieu des dragons, c'était la God Beast des dragons des royaumes mortels avant l'arrivée de Sigmar. Donc, ils travaillent ensemble, ils libèrent les autres dieux de Battle qui, pour une raison étrange, s'étaient également retrouvés sur les royaumes mortels, et entre autres, ils libèrent Grungni et Grimnir, qui étaient accrochés en haut d'une montagne. Alors, suivant les sources, c'était les dieux du chaos qui l'avaient mis là, ou c'était les autres dieux d'un panthéon nain anonyme qui les auraient accrochés là suite à un désaccord. Donc on ne sait pas, on n'a aucune information de plus que ça, mais apparemment, il y aurait eu un désaccord entre Grimnir, Grungni et d'autres dieux nains, peut-être les originaux, peut-être d'autres différents spécifiques à l'âge de Sigmar. En tout cas, voilà. Donc, Sigmar les trouve accrochés à une montagne, les libère, les deux se disent « Ah là là, on est en dette envers toi ». Je reviendrai là-dessus après, mais en gros, âge des mythes, c'est Sigmar réunit tout le panthéon de l'ordre, à l'époque qui était les dieux de l'ordre, plus Nagash et Gorka Morka, travaillent ensemble, fondent des royaumes mortels parfaits, en grande harmonie, tout le monde il est content. Le chaos finit par revenir, met un joyeux désordre partout sauf en Azyr, et Âge de Sigmar débute quand Sigmar sort d'Azyr avec ses armées d'éternels de l'orage nouvellement forgées, et commence à progressivement chasser le chaos des royaumes mortels. Donc voilà. Les Fire Slayers commencent à se différencier des nains dès l'âge des mythes. En fait, à cette époque-là, Grungni et Grimnir mènent à deux le peuple nain. Mais ils ont chacun leur méthode très différente. Déjà que Grimnir était un dieu guerrier dans Battle, maintenant, en plus, c'était l'avatar du feu, donc on rajoutait une couche de colère sur la couche d'origine du dieu des tueurs. Mais ça restait un dieu nain. C'était pas encore un dieu qui menait un peuple exclusivement de tueurs. Par contre, c'était une population un peu plus belliqueuse que ce que Grungni pouvait mener. Donc on avait d'un côté les cités de fer de Grungni dans Camon, donc on était sur une population naine assez classique, et de l'autre côté les cités de feu de Grimnir dans Aqshy, où là on était sur un peuple nain un peu plus à l'ancienne, un peu plus... en gros, on avait un peuple très axé sur la forge, l'ingénierie, le commerce à Camon, et un peuple plus basé sur les traditions, la guerre, et également le commerce, tout ça, mais moins. On forgeait des armes plus que des fusils. Enfin, des armes de corps à corps. Et puis, Grimnir a été détruit. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ? Si Grungni a jugé que pour payer sa dette envers Sigmar, lui, il allait devenir son grand forgeron, le faiseur de merveilles, il lui fabriquait ses armées, il lui fabriquait des armes, il forgeait les portes d'Azyr. Grimnir lui a décidé qu'il allait devenir le guerrier de Sigmar. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où les royaumes mortels étaient encore tenus par les dieux bêtes, donc on imagine des créatures gigantesques de la taille de petits continents, donc il y avait par exemple Behemoth, qui n'était pas vraiment un dieu bête, mais bon, qui était le père ou mère de tous les géants, mais il y avait tout un paquet d'autres bestioles. Il y avait Dracotion qui travaillait avec Sigmar, mais il y en avait énormément d'autres qui étaient neutres, voire mauvais, du point de vue de Sigmar.
Et en gros, ce que faisait Sigmar, c'est qu'il disait à Grimnir, bah tiens, là-bas, celui-là, il m'embête, vas-y. Et Grimnir les massacrait systématiquement. Jusqu'au jour où Sigmar lui a dit, écoute, la plus grosse menace actuellement qu'on ait dans tous les royaumes mortels, c'est Vulcatrix. Vulcatrix était la plus grosse déesse bestiale d'Akshi, donc un des royaumes les plus agressifs. Vulcatrix était la mère des salamandres. Donc c'était... Les Magmadroth sont un des types de salamandres. Donc il faut imaginer une espèce de gros dragon sans ailes qui vit dans un volcan. Sauf que Vulcatrix, pour le coup, était de la taille d'une chaîne de montagne. Donc Grimnir se dit, bon, allez, en avant, on va taper sur Vulcatrix. Les deux se battent, alors bon, c'est écrit dans la période des mythes, donc c'est vraiment écrit, faut voir ça comme les contes guerriers de la Grèce antique, des choses comme ça, donc c'est très très romancé la manière dont c'est formulé, mais donc on est sur les deux se tapent dessus pendant des semaines, chaque coup fend un continent et crée un océan, des choses comme ça. Et ça se finit par les deux sont épuisés, n'ont plus grand chose à donner, ils se donnent tous les deux un énorme coup de tête en espérant que ça battra l'autre, et en fait ça a battu les deux en même temps. C'est-à-dire que les deux se sont brisés plus que tués, puisqu'en fait on est sur des créatures divines, donc ils ont une essence divine qu'on peut pas détruire comme ça. En fait les deux ont détruit leur corps, mais du coup les deux essences divines se sont retrouvées au même endroit à essayer de se taper dessus en même temps, et ont fusionné. Et ce mélange de l'essence même d'Akshi, alors autant Grimnir était l'avatar d'Akshi de Battle, autant Vulcatrix était sûrement le plus gros morceau divin d'Akshi des royaumes mortels. En fait, ces deux morceaux ont fusionné, et ça a créé un matériau qu'on appelle l'Ur-Or, qui est en fait un mélange de l'essence même d'Akshi et de l'essence même de Grimnir. Fondamentalement, c'est de l'or pour tout le monde. Toute créature la verrait comme de l'or, peut-être un poil plus brillant, mais au final, assez peu d'êtres peuvent différencier ça d'un or normal. Et seuls les Fire Slayers arrivent à vraiment sentir la vraie différence fondamentale, qui est qu'en fait, ce sont des fragments de Grimnir et de Vulcatrix, mais ça, à part pour spécifiquement la loge Lofnir, ça n'est pas très important. C'est surtout le fait que c'est l'essence de Grimnir. Donc, suite à ça, Grimnir a disparu, et les cités qui le suivaient, donc les cités de Akshi, se sont retrouvées un poil perdues. Donc, ça reste des nains, c'est des gens qui ont rapidement mis en place des conseils pour gérer tout ça, mais ils sont retrouvés sans leur dieu tutélaire. Grimnir n'était pas non plus un grand meneur, c'était surtout un grand guerrier. Rapidement après ça, l'âge du chaos a commencé. On a assez peu d'informations sur cette période entre la disparition de Grimnir et l'avènement du chaos. On sait que c'est le moment où le panthéon de l'ordre a commencé à se fragmenter. Il a fini par complètement exploser à l'âge du chaos. En Gorka Morka, en fait, on a eu marre d'avoir l'impression d'être méprisé, notamment par les dieux elfiques. Donc il a décidé, bon bah voilà, j'ai essayé d'être civilisé, j'ai essayé de participer, on ne veut pas, moi je vais d'Angur taper sur des grosses bestioles, et ça ira très bien. Et Nagash a fini par en avoir marre d'avoir l'impression de ne pas être au même niveau que Sigmar, de ne pas être suffisamment respecté, et a décidé, bah puisque c'est comme ça, moi je trahis tout le monde, et je vais fonder mon propre royaume dans Shaiish, et ce sera très bien. Et donc, l'âge du chaos arrive, les différents dieux fragmentés n'arrivent pas à combattre le chaos, tout ça s'effondre, tout le monde va se planquer dans Azir. Sauf, spécifiquement, les Fire Slayers. Alors, ça n'est pas le seul peuple qui n'a réussi à survivre sans aller se cacher à Azir. Les Sylvanettes ont plus ou moins tenu, mais il faut voir que les Sylvanettes, ça n'est pas un peuple mortel. Ce sont des créations même par, Alariel, pour être les esprits de Ghiran, en fait. Ça n'est pas le peuple qui habite Ghiran, ce sont les défenseurs, créés par la déesse directement. Mais il y avait encore quelques habitants de Ghiran, mais ils étaient complètement planqués. Tout le royaume de Ghiran, en fait, s'était mis en état de stase, d'une certaine manière, en état dormant, pour tenir le siège de Nurgle. Enfin bref, je vais pas trop parler là-dessus, c'était pas le sujet, mais les Fire Slayers, en fait, sont le seul peuple mortel qui, sans Dieu, s'en soit sorti. Alors, il y a les Caradrons aussi, mais les Caradrons, eux, se sont cachés. C'est-à-dire que les Caradrons, en fait, sont allés dans les nuages, dans leur cité volante, ils n'ont pas vraiment interagi avec quoi que ce soit. Les Fire Slayers, eux, ils étaient dans des... Enfin, c'était pas encore les Fire Slayers à ce moment-là. Mais eux, ils étaient dans des cités naines, donc c'est-à-dire des forteresses sous les montagnes, et ils ont été assiégés par le chaos. Toutes ces premières forteresses ont fini par tomber, mais ça a pris un certain temps. Et ils ont tenu via la culture qu'ils avaient. C'est-à-dire que de base, Grimnir étant un dieu guerrier, les nains qui le suivaient étaient des guerriers. Et suite à la disparition de Grimnir, ils s'étaient dit, bah nous, puisqu'il n'est pas là, on va soit essayer de le remplacer en devenant nous-mêmes les guerriers apex de la société d'Akshi, et ils avaient également commencé à se rendre compte au fur et à mesure que l'Ur-Or
étant des fragments de Grimnir, il y avait peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là. Ils avaient commencé une espèce de culte guerrier autour de l'Ur-Or pour tenter de ramener Grimnir. Je reviendrai dessus dans un instant. Mais fondamentalement, cette culture guerrière a fait qu'ils ont réussi à tenir les assauts du chaos. Si toutes les forteresses d'origine sont tombées, au fur et à mesure, ils fondaient d'autres forteresses plus profondes, plus petites, plus cachées, mais qui ont, elles, tenu les sièges jusqu'à l'ouverture des portes d'Azir, le début de l'âge de Sigmar. Et en fait, quand les Stormcast sont arrivés, il y avait encore des cités Fyreslayer, ils appellent ça des magmaphores. Il y avait encore des magmaphores assiégés qui tenaient depuis l'âge des mythes. Donc plusieurs, je crois que ce sont en centaines, je suis pas sûr que ce soit en milliers, mais plusieurs centaines d'années avant. Donc on est sur des types qui ont développé en fait, ceux qui n'étaient pas les plus guerriers sont morts depuis longtemps. Donc la culture a été complètement épurée vers un « si on n'est pas capable de se battre, on ne peut pas survivre ». Donc voilà, ça c'est comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là, à l'époque de l'âge de Sigmar. Maintenant, comment est-ce que leur société fonctionne? Comme je vous disais, ils s'étaient rendu compte que l'Ur-Or était des fragments de Grimnir. En fait, à l'origine, ce qui s'est passé, c'est quand l'Ur-Or a été créé, il a été dispersé un peu partout par la force de l'espèce d'éruption volcanique gigantesque qu'a été la mort et de Vulcatrix et de Grimnir. Donc en fait, il y en a dans un peu tous les royaumes. Mais il y en a surtout à Aqshy, qui était là où c'était à l'origine. Et en fait, du coup, eux, ils trouvaient cet or, et ils sentaient qu'il était un peu différent des ors normaux. Donc ils se sont dit, nous, au lieu de nous faire des petits grims, les petits colifichets nains, dans l'or normal, on va le faire avec ça. Et puis ils se sont rendus compte que quand ils portaient ces trucs-là, ils étaient un peu plus forts en combat, que ces petits médaillons brillaient un peu en combat. Et ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et s'est développé le culte des Jargrim, les prêtres de feu. Alors, il y a toujours eu des maîtres runes dans les cultures naines, même chez eux qui étaient un peu moins axés sur l'artisanat, mais ces prêtres runes, en fait, ont commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose là-dedans. Donc ils se sont dit, tiens, est-ce que si au lieu de faire juste des petits colifichets nains classiques, on faisait des icônes de Grimnir? Est-ce que ça marcherait mieux? Et oui, en effet, ça marchait mieux. En combat, l'effet était magnifié. Ils étaient plus forts. Le médaillon brillait plus fort. Ils sentaient la présence de Grimnir lorsqu'ils se battaient. Et ils se sont dit, ok, à partir de là, comment est-ce qu'on peut maximiser cet effet? Comment est-ce qu'on peut réincarner Grimnir à travers l'Ur-Or? Et la réflexion a été, quand on utilise une arme, on met pas la rune à côté de l'arme, on met la rune dedans. Et Grimnir, même s'il se battait avec des haches, c'était une arme à part entière, c'était lui. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on essayait de nous-mêmes être les armes de Grimnir? Si on se mettait en nous, directement dans nos chairs, les runes faites en Ur-Or. Et en effet, ça marchait encore mieux. Ils se sont rendus compte qu'en se forgeant des runes directement dans la peau, lorsqu'ils se battaient, l'essence de la rune ne se diffusait pas dans l'air et donc un peu dans eux, mais directement dans leur sang, et ils tiraient une partie de la puissance de Grimnir lorsqu'ils se battaient. Donc, juste une parenthèse, mais quand on voit ce que ça donne comme effet sur la table de jeu, les runes, les petites runes de fragments d'Ur-Or sur un nain, on peut imaginer la puissance que devait avoir Grimnir. Voilà, fin de la parenthèse, juste la petite fierté. mais donc voilà. Et à partir de là, ils se sont dit, c'est donc notre mission. Nous devons récupérer tout, ou en tout cas le maximum d'Ur-Or possible, le consommer via ce processus, car ils sont convaincus que l'énergie qui est libérée en eux, et plus généralement par l'utilisation de l'Ur-Or, soit elle se réincarne en eux, et auquel cas, il y a cet objectif de redevenir Grimnir, mais surtout, ils pensent que cette énergie étant libérée de l'essence de Vulcatrix et de cette prison de métal, d'une certaine manière, elle doit bien aller quelque part. Et probablement, quelque part, il y a cette énergie qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, et lorsqu'il y en aura assez, ça reformera Grimnir. Donc, là où la plupart des royaumes mortels voient les Fyreslayers comme des mercenaires, et à juste titre, car cet Ur-Or, comme je le disais, était dispersé partout. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont de l'Ur-Or, mais ne savent pas le différencier, donc on en fait des pièces de monnaie, on en fait des bijoux et autres. Et les Fyreslayers, en fait, disent, nous, on est de très bons guerriers, donc on va se battre pour ces gens qui ont de l'or, en échange de cet or, que eux auront juste l'impression de nous payer en pièces, mais ils ne nous payent pas en pièces, ils nous payent en essence divine qui nous permettront de réincarner notre dieu. Mais ça, les Fyreslayers ne le disent pas. En partie car les nains ont toujours été un peuple assez renfermé et qui sont très très discrets et privés sur les sujets personnels, notamment la divinité. Mais également car si les gens savaient l'importance qu'a l'Ur-Or pour les Fyreslayers, peut-être que les prix
ils leur paieraient moins. Ils leur disaient, bah écoute, je te paye soit 2 pièces d'or, soit 1 pièce d'ur or. Alors que si les gens ne savent pas faire la différence, bah on fait, ah, tu me donnes 2 pièces d'or et tu vas me donner ces deux-là, tiens, ils sont jolis. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie pragmatique et une partie un poil paranoïaque. Et donc voilà, donc les Fire Slayers sont des mercenaires pour récupérer cet ur or, mais eux-mêmes ne se voient pas comme des mercenaires. Ils savent qu'ils en sont factuellement, mais eux-mêmes se voient dans une quête, presque une croisade religieuse pour ramener leur dieu, ou en tout cas honorer sa mémoire. Donc, l'interprétation que moi j'ai des Fire Slayers depuis un sacré bout de temps, c'est que je les vois comme des moines guerriers de Grimnir. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des types qui prennent l'apparence physique de Grimnir, donc qui se dévêtissent au maximum, portent une crête. Alors, parfois ce sont leurs cheveux, parfois ça fait partie des casques, ça dépend un peu des sources. L'interprétation que moi j'aime avoir, c'est qu'ils ont des casques percés dans lesquels ils mettent leur crête, comme ce qu'avait Ungrim à l'époque de Battle. Mais de temps en temps, en fait, on voit sur des illustrations ou quoi que la crête n'est pas de la même couleur que la barbe, donc on peut se douter que ça peut aussi faire partie du casque. Peut-être qu'il y en a qui sont chauves dans le tas, et eux aussi ont le droit d'avoir une crête. Bref. Ils prennent l'apparence de Grimnir autant que possible, imitent son style de combat, donc la notion de on fonce dedans avec une hache dans chaque main en essayant de taper le plus fort possible, parce qu'en soi, ce sont des nains, ils ont parfaitement la capacité de faire des canons, de faire des fusils, de faire des arbalètes, des catapultes, des choses comme ça, mais ils ne le font pas. Ils refusent de le faire, ils veulent se battre comme leur dieu. Donc il y a une notion très religieuse dans leur manière de combattre, et probablement l'armée la plus religieuse d'Age de Sigmar, avec peut-être les moines de la peste Skaven, qui sont également des moines en fait, mais c'est vrai que, et les Luminettes, qui ont un côté très religieux, mais c'est vrai que c'est une religion, alors ils ont leur dieu, enfin bref. La plupart des armées servent un dieu, eux prient leur dieu, directement, par l'acte du combat, donc sont très axés sur cette religion. Et c'est vrai qu'en fait, cette dichotomie entre le fonctionnement mercenaire très pragmatique, réel, presque cupide, de oui, on veut de l'or, machin, qui est très nain, mais aussi ce côté très religieux qui lui est pas mal en opposition avec ce qu'on pouvait voir avant. Puisque comme vous l'avez entendu si vous avez regardé les vidéos précédentes où je parle des dieux nains, les nains en fait n'ont jamais vraiment vu leurs ancêtres comme des dieux, plus comme des espèces d'entités tout à fait réelles, mais tout à fait concrètes, pas divines. Alors, Grimnir est factuellement un dieu, là, il n'y a plus grand chose à dire. Mais là, on a le côté fanatique qu'avaient les tueurs de battle, mais là où les tueurs de battle étaient fanatiques envers eux-mêmes, leur honneur et la culture naine, eux sont fanatiques envers leur dieu, à travers leur honneur, mais envers un dieu. C'est la première fois qu'on a une population naine aussi religieuse, et c'est chouette, c'est une variation. Même si c'est vrai, quand on voit l'armée, on a l'impression que c'est un peu tous les mêmes et tout ça, c'est en soi une armée très innovante sur le concept, si ce n'est sur le design. Ceci dit, c'est toujours chouette d'avoir des gros nains bien musclés avec des grosses haches, ça compense. En fait, on a toujours eu que des nains en armure, donc c'est vrai que ça change. Donc voilà, ça c'était pour le côté religieux, mais qui s'exprime aussi toujours à travers, comme je vous le disais, donc les Jargrim, les prêtres de Grimnir. Donc ça va être toutes les figurines de Runemaster, Runesmither, le Auric Runekeeper, les choses comme ça. Eux en fait alors ce sont des guerriers systématiquement, et d'ailleurs quand on lit les romans, ils sont tout à fait aptes à se battre. Mais avant tout, ce sont les prêtres de Grimnir. Ils savent forger les runes, ils en connaissent le fonctionnement, ce sont eux, et d'une certaine manière, ce sont eux qui dirigent la société. C'est-à-dire que, ça va me servir de transition sur comment fonctionne la société Fire Slayer, ça va être plus simple. Un magma fort, ou magma hold en anglais, renferme une loge. Une loge de Fire Slayer, c'est en théorie une famille, donc ce qu'on appellerait un clan, mais eux-mêmes n'utilisent pas ce terme-là. L'idée, c'est que politiquement, c'est mené par un père des runes, un Runefather en anglais, qui est en fait un excellent guerrier qui a soit fondé la loge, soit qui en est l'héritier. Je reviendrai sur la manière de fonder une loge plus tard, mais donc le Runefather a plusieurs Runesons, les fils des runes, qui sont physiquement ses enfants, qui du coup eux ont un aspect très général. C'est-à-dire que lui c'est le maréchal de toute la cité, les Runesons sont les généraux, et en dessous, il va y avoir toute la population des pyrotueurs, qui sont les guerriers, les gardiens, etc. Bien sûr qu'ils vont avoir des rôles en plus, c'est-à-dire que, un peu comme les nains avant, ils ont également des métiers, c'est-à-dire que dans la société, mais à l'inverse des nains, où tous savent un peu se battre, car ils ont dû faire un service militaire dans les tunnels, des choses comme ça, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça n'est pas « je suis brasseur et je sais me battre », c'est « je sais me battre, je suis un guerrier », mais il faut bien qu'on se nourrisse, donc à côté, je suis cuisinier, à côté, je suis forgeron, des choses comme ça. Même si forgeron, ça a plus un rôle pour les prêtres. Donc la société Fire Slayer est avant tout militaire, et ensuite, faut bien qu'ils survivent, donc ils savent faire des choses autres.
Détail, les femmes se battent également. Les femmes ne restent pas nécessairement à la maison, à s'occuper des tâches ménagères comme ça pouvait être le cas dans la société naine, même si les pyrotueurs restent très très patriarcaux, notamment par le fait que c'est une notion d'hérédité via le père, tout ça. Alors déjà, ça évolue, que ce soit de manière méta, parce qu'entre les livres, ils en rajoutent de plus en plus de filles des runes. Il n'y a pas encore de mère des runes, mais l'une des loges, je crois que c'est la loge Ermdar, qui est une des grandes loges, actuellement a un père des runes dont l'héritière désignée est une de ses filles. Donc à un moment, si lui il capote, il va y avoir une mère des runes à la tête d'une des loges majeures. Donc il y a ça. Mais c'est vrai que les femmes se battent dans la société Fire Slayers. Il n'y a pas de figurine pour le représenter, mais elles se battent. Il y a toujours ça. Très bien, donc... Et à côté de ça, il y a les prêtres. Les prêtres, en fait, sont choisis parmi les rangs des guerriers, donc assez jeunes. Il y a une notion très artisanale de compagnonnage. On les choisit jeunes suivant le talent. Ensuite, on les forme comme apprentis. On voit s'ils s'en sortent et ils deviennent ensuite indépendants. Mais, de manière intéressante, même si c'est une société militaire, plus qu'artisanale, ce sont tout de même ces prêtres forgerons qui sont les vrais chefs de la société. Car c'est avant tout une société religieuse. Même si c'est une religion militaire, qu'ils passent leur temps à se battre, que leur population est une armée, ça reste une population, comme je vous le disais, de moines, donc les chefs sont les prêtres, en fait. Et il y a un conseil du Jargrim, qui est mené par le Rune Master, le maître des runes de chaque magma fort, et ensuite il y a tous les frappe-runes et tous les Rune Keepers et autres, qui participent également à ce conseil, et eux ne vont pas prendre la décision finale de « on déclare la guerre », on accepte tel contrat de mercenariat, lui sera l'héritier. Mais par contre, en fait, c'est eux qui vont dire régulièrement au père des runes, écoute, là, le stock est bas. Je pense que si on fait ça, ce serait déshonorable dans les yeux de Grimnir. Telle association n'est pas bonne pour nous, etc. En fait, il y a une espèce de notion de conseil moral, même si la décision finale sera toujours prise par le père des runes. Donc ça va être pour la société pyrotueur, qui... Pas grand-chose de plus à dire, parce que fonctionnellement, ce sont surtout des petites forteresses. Alors ça peut être des grandes, physiquement de grandes forteresses, mais autant ils vont avoir des sphères d'influence, éventuellement de petites forteresses qui dépendent d'une grande, mais on n'est pas sur des grands royaumes complexes, ça reste une société assez simple. Maintenant, il y a cette notion de fonder une nouvelle loge. Alors ça arrive lorsqu'un père des runes meurt, en fait, il désigne un de ses fils ou filles comme étant l'héritier qui deviendra du coup le nouveau père des runes et mènera la nouvelle loge. Mais comme on le disait, ils ont beaucoup de fils. Déjà pour assurer la descendance, pour créer de nouveaux guerriers qui en général sont assez costauds, mais aussi car de temps en temps, il y a possibilité que la cité soit suffisamment grande pour qu'une partie de la population aille fonder un nouveau fort. Ce qui se passe, c'est lorsqu'un des fils est élu, nommé, alors ils ne sont élus que dans le cas où il n'y a pas eu de décision prise par le père des runes, soit parce qu'il est mort trop vite, soit parce qu'il n'avait pas décidé avant, ça peut être un manquement de sa part, comme une volonté propre de mettre un peu de zizanie, agiter un peu les descendants, voir qui est digne. Mais quand une décision n'est pas prise nette, soit ça part en guerre civile, ce qui arrive, malgré le fait que les nains ont tendance à être assez organisés, les Drengijar sont quand même un peu placés, assez sanguins, donc il arrive qu'il y ait des guerres civiles lors des héritages. Des successions, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Mais sinon, ça peut être aussi pris par décision des prêtres. Il peut y avoir un conseil des prêtres qui se réunit, qui dit, écoute, c'est lui le plus digne, ça va être lui. Notamment, c'est le cas qui arrive quand il n'y a pas de descendants. C'est-à-dire que quand un père des runes meurt en même temps que tous ses fils, ou qu'il arrive qu'il n'ait aucun fils ou fille, à ce moment-là, il faut bien trouver quelqu'un, donc les prêtres vont décider entre eux de qui prendra le relais. Mais on voit des cas de pères des runes qui meurent sans héritier, et donc à ce moment-là, le conseil se réunit et élit quelqu'un, en général en leur propre sein, ou un des carls. Les carls sont les meneurs d'unité, faut les voir comme la noblesse en fait des pyrotueurs. Donc en fait, ils vont choisir soit l'un des prêtres, soit l'un des carls, pour devenir un nouveau père des runes. Mais quand il y a le cas de plusieurs fils vivants, et qu'il y en a un qui est désigné ou qui gagne une guerre de succession, à ce moment-là, un des fils restants peut se dire je prête allégeance à mon frère et je servirai comme général dans ses armées, ou dire, écoute, moi, je vais prendre mes suivants, ce qu'on appelle la maisonnée, enfin, en gros, les guerriers qui se battaient déjà sous ses ordres, et on va aller dans la montagne un peu plus loin, on va trouver une belle rivière de magma, fonder notre propre fort magma là-bas, et du coup, créer une nouvelle loge, qui est une loge descendante de la même famille.
Et en général, ils vont prendre un nouveau nom, mais on peut voir, alors il y a le cas dans le livre, bah, d'ailleurs je l'ai juste là, la loge Vostarg, qui est la principale, qui est la plus nombreuse, ont pas mal de loges de succession. Il va y avoir par exemple les Baeldrag, et il y en avait un autre, les Gelvagd. Beaucoup de lettres. Donc voilà, ces loges-là ont été fondées à un moment où il y avait suffisamment de monde pour qu'un fils des runes dise « Bon bah allez hop, en avant, maintenant c'est moi le papa ». Donc voilà, ça c'était pour ce qui va être de la société. Maintenant, leur place dans les royaumes. Comme je vous le disais, pas mal de gens vont les voir comme des mercenaires avant tout, notamment parce qu'ils le cachent. Il y a une probabilité que les Caradrons soient au courant que l'Ur-Or est plus que de l'or, car déjà, eux, ils ont leur Aether Or qu'ils savent identifier, et de toute façon, les nains ont une grande affinité envers les métaux en général, et envers leur propre dieu. Donc il y a des chances que les Caradrons sachent faire la différence entre l'Ur-Or et l'or normal. Peut-être ne se doutent-ils pas de ce qu'est fondamentalement cette différence, mais ils voient bien que les Fyreslayers y sont particulièrement attachés, donc en tout cas, ils n'ont jamais agi en fonction de ça. Ils n'ont jamais essayé d'en faire un stock eux-mêmes, jamais essayé d'en faire un chantage, ils n'en ont jamais parlé. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, toutes les autres populations ne sont pas au courant de cette différence. Et donc, ils voient uniquement les Fyreslayers comme un peuple cupide, belliciste, donc très très agressif, qui se bat, veut de l'or et vit dans son coin à ne pas faire grand-chose. Donc, enfin, à part se taper dessus. Donc, il y a, pour beaucoup de gens, en fait, les Fyreslayers sont des sauvages. Et il y a souvent cette question de oui, mais pourquoi est-ce que les Fyreslayers, ils sont dans l'ordre et pas la destruction? C'est une question qu'on va aussi entendre, par exemple, pour les filles de Cain ou les choses comme ça. Mais en fait, la vraie raison pour laquelle ils ont leur place dans l'ordre, c'est parce que leur objectif est de ramener un des dieux de l'ordre. Et suivant les loges, ils vont avoir une interprétation différente de quelle est la bonne manière pour le faire. C'est-à-dire que les différentes loges, en fait, on va imaginer qu'il y a un genre de gradient entre honneur et religion dans toutes les loges Fyreslayer, et ils se positionnent de manière différente. Par exemple, les Emdar et les Volstagg sont très très penchés du côté honneur. C'est-à-dire que pour eux, il faut ramener Grimnir, il faut récolter de l'Ur-Or, mais ça ne vaut pas le coup de se battre dans de mauvaises batailles. On ne va pas refuser un contrat d'une cité de Sigmar qui est en train d'être assiégée et qui va tomber contre les forces du chaos parce qu'elle ne nous paye pas assez. Il y a un moment où, si cette cité survit, c'est une épine dans le côté du chaos, c'est une épine dans le côté de la mort, ça va servir la cause générale de l'ordre. Donc il y a des Fyreslayers qui s'inscrivent dans voilà, on va peut-être pas trop avancer nos objectifs propres, on va avancer les objectifs de la faction entière. Et après, il y en a d'autres qui sont de l'autre côté, typiquement les Greyfird. Les Greyfird, eux, c'est un peu l'apothéose jeu de mots. Apothéose, ça veut dire devenir un dieu. Donc c'est l'apothéose de ce côté mercenaire, c'est-à-dire que pour eux, le jour où il y aura Grimnir, il y aura plus cette question de est-ce que l'ordre va s'en sortir ou quoi. Le jour où il y a Grimnir, il regarde Archaon, il le casse sur son genou, il le jette dans les éternités. Il y aura pas de souci. Donc en fait, pour eux, ça n'est pas grave que l'ordre n'avance pas aussi vite. Ça n'est pas très grave de prendre des contrats auprès de serviteurs du chaos. Alors bon, ils vont pas prendre un contrat auprès d'Archaon qui leur demande d'attaquer Azir, mais il arrive qu'il y a des traces de contrats par des cultes humains de Nurgle dans Ghiran, ou en général ils vont prendre des trucs pas contre d'autres nains, mais les Greyfird prennent des contrats par des forces du chaos contre des forces de l'ordre. Ça arrive régulièrement. Enfin, régulièrement, ça arrive de temps en temps. En général, ils s'en vantent pas trop, mais en fait, pour eux, s'ils récupèrent de l'Ur-Or, au final, c'est plus important que le fait qu'il y ait quelques serviteurs de l'ordre qui soient morts. Parce que récupérer de l'Ur-Or au chaos, c'est supprimer toute possibilité de corruption pour cet Ur-Or et se rapprocher de ramener Grimnir. Donc en fait, il y a ceux du côté honneur, pour eux, le jour où Grimnir reviendra, s'il a été ramené en aidant des forces du chaos, il va juger les Fyreslayers comme indignes de son retour et qui sait ce qui va se passer à ce moment-là. Et ceux qui sont du côté religion se disent « mais on s'en fiche, l'important c'est qu'ils reviennent. Grimnir, c'est un dieu qui se battait constamment, qui n'a aucune patience, aucune capacité à rester en place. Le fait qu'il ne puisse pas se battre, c'est sûrement une souffrance énorme pour lui. Si on le ramène, il sera juste content d'être venu. Et si ça a dû faire avancer de 15% les forces du chaos dans l'empire... Le chaos n'essaie pas de conquérir les royaumes mortels. Ils ont conquis les royaumes mortels il y a longtemps, et maintenant c'est l'ordre, la destruction, pas vraiment, mais la mort et l'ordre, qui récupèrent du terrain. Donc si aider les forces du chaos a ralenti cette reconquête,
eh ben c'est pas grave. Quand Grimnir reviendra, il libérera tout Aqshy d'un coup. Au fur et à mesure, tous les royaumes seront libérés, le chaos sera brisé, la destruction sera ramenée en ligne, la mort sera ramenée en ligne, parce que personne ne pourra s'opposer à Grimnir. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a moyen, parce que de tous les dieux, c'était le plus costaud. Et actuellement, alors, bien sûr qu'il y aura un équilibre. Si un jour il revenait, il y aura un équilibrage en points, il sera pas plus fort qu'un Nagash ou qu'un Archaon. Mais fondamentalement, pour tout ce qui va être aspect lore, il y a débat entre le jour où Grimnir et Sigmar, et Grungni, et Alarielle vont toquer à Shyish et dire « Bon, bah maintenant, nous on est 5, toi t'es tout seul », il y a débat. Mais donc voilà. Pour revenir sur ce gradient entre honneur et religion, déjà, personne n'est au courant de ça. Alors, à part entre eux et eux-mêmes, les Fyreslayers, il y en a qui vont considérer que bon, voilà, ok, prendre des contrats du chaos, franchement, c'est pas bien Greyfeard, mais tu fais avancer la cause. Il y a ceux qui disent, si ça marche pour toi, très bien, et ceux qui vont commencer à... Alors, il n'y a pas de guerre entre les Fyreslayers pour ces raisons-là, car aucun clan Fyreslayer, enfin, clan, loge, n'a véritablement trahi. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des moyens clairement louches, mais pour avancer un but commun. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'attaque, mais il y en a qui vont être jugés plus ou moins durement, suivant le point de vue en fait de ceux qui font. Mais c'est vrai qu'à part les Fyreslayers et peut-être les Caradhras, personne ne sait ça. Donc, du point de vue des cités de Sigmar, Greyfeard, ce sont des traîtres. C'est des gens qui sont prêts à travailler pour le chaos, pour attaquer des idonettes. Du coup, c'est des membres, eux, pour le coup, pourraient être classifiés dans la destruction. Même si eux-mêmes se voient comme dans l'ordre. Là où, typiquement, des loges comme Emdar ou Volstagg, elles sont vues comme de fiers défenseurs de l'ordre, qui sont toujours prêts à se battre pour la grandeur d'Azir, de l'ordre, d'Aqshy, défenseurs des faibles, etc. Mais même parmi ceux-là, il y a des débats. Parce que, typiquement, Emdar, c'est une loge qui, pour eux, le plus important, c'est de détruire la tyrannie, c'est d'avoir une grande réputation, car eux, ils se disent, la loge spécifique de Emdar, que si on récolte pas énormément d'ur-or maintenant, mais qu'on se fait une super réputation comme des super mercenaires, d'excellents guerriers, des types fiables, des types droits et nobles, à ce moment-là, on aura plus de contrats plus tard, donc on aura plus d'or plus tard. Et au final, si Grimnir, il est pas là depuis quelques siècles, voire milliers d'années, encore une fois, j'ai pas trop l'échelle en tête, mais s'il revient demain ou dans 3 semaines, c'est pas grand-chose à ce niveau-là. Mais du coup, Emdar, ils sont prêts à accepter des paiements assez faibles. Ils sont prêts à accepter des paiements en décalé. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoute, voilà, moi j'ai pas de quoi te payer maintenant, mais si tu nous aides contre les forces Uruk qui sont en train d'assiéger notre cité, tous les mois pendant 10 ans, on t'enverra tout l'uror qu'on aura trouvé pendant ce mois-ci. Emdar, ils sont d'accord avec ça. Là où la plupart des loges, non, c'est un paiement avant, et ensuite on vient de servir. Et du coup, pour beaucoup de gens, notamment les cités de Sigmar que ça aide, ils se disent Emdar, c'est des super bons gars, c'est des glorieux héros, franchement, c'est ceux qui ont la meilleure réputation auprès de l'ordre. Mais pour les autres Fyreslayers, ils se disent ouais, mais au final, ils diminuent la valeur de nos services. Et au-delà du rapport purement mercantile de du coup, nous, on gagne moins d'argent, c'est ce côté de si eux, ils acceptent ça, nous, on va récolter moins vite de l'ur-or, on va ramener Grimnir moins vite. Donc, Emdar, qui sont vus comme les plus grands serviteurs de l'ordre, pour les autres Fyreslayers, ils sont un peu vus comme des types qui ne servent pas suffisamment la cause de Grimnir. Donc il y a vraiment cet équilibre entre la cause de l'ordre, la cause de Grimnir, et parfois la cause du chaos. Est-ce que ça vaut le coup de privilégier le chaos? Enfin bref, je tourne en rond maintenant, mais vous voyez l'idée. Et ensuite, il y a les loges qui, elles, vont avoir des fonctionnements très spécifiques. Parce que aujourd'hui, il y en a dans un peu tous les royaumes. Alors, j'ai les noms sous les yeux. Par exemple, on a la loge Tangrim. La loge Tangrim, en fait, elle est dans Azirheim, donc la capitale d'Azir, la cité où réside Sigmar. Eux, ils refusent tout contrat avec le chaos. Quitte à, du coup, ne pas avoir énormément d'activité à certains moments, quitte à récolter moins d'ur-or que leurs cousins, mais d'une part, ils sont littéralement à portée de marteau de Sigmar, donc s'ils commencent à servir le chaos, ils vont se faire tomber dessus très vite. Mais c'est peut-être aussi une volonté personnelle, un côté de si nous on allait s'installer dans Azir, c'est parce qu'on se sent proche de la cause de l'ordre, donc on ne sert pas le chaos. Donc il y a cet équilibre. Et après, il y a d'autres loges qui vont avoir des fonctionnements beaucoup moins nets. Il va y avoir la loge Kaengan, qui eux sont basés dans Ulgu. Donc pour le coup, le royaume de Malekith, donc c'est vu comme c'est le royaume de l'ombre, mais c'est tout ce qui va être la traîtrise, les mensonges, les choses comme ça. Eux, c'est des gens qui à un moment servaient une cité de Sigmar, ils avaient vendu leurs services, et en fait, l'armée d'en face leur a proposé plus d'argent. Et du coup, ils ont dit, vous nous payez plus, c'est vous qui avez notre contrat maintenant. En fait, ils se sont retournés
contre la cité qu'ils étaient en train de défendre. Parce que, bah, eux, ça les arrangeait du point de vue du paiement pour ramener Grimnir, encore une fois. Mais du coup, du point de vue de l'ordre, c'est des gens, si tu les payes, ils se retournent contre toi. Donc eux sont très mal vus. Donc c'est, encore une fois, énormément de variations entre les différentes cités. Et c'est rigolo parce que quand on pense aux Drengijar, on a tendance à les voir comme une espèce de masse complètement uniforme de guerriers nains torse nu. Alors de temps en temps, les barbes et les cheveux sont de couleurs différentes. De temps en temps, ils n'ont pas les tatouages de la même couleur. Mais où c'est tous le même peuple de j'ai une hache, je suis en feu, je tape fort et je cours pas vite. Mais en fait, ils sont très, très, très différents dès qu'on commence un peu à creuser du côté fluff. Et moi, j'aime bien. Et je vous parlais un peu plus tôt de la loge Lofnir, qui est une des seules où pour eux c'est important qu'il y ait l'essence de Vulcatrix dans l'Ur-Or. C'est-à-dire qu'en fait pour eux, si Grimnir et Vulcatrix ont fusionné, l'entité qu'ils vont ramener c'est pas Grimnir, c'est Grimnir Vulcatrix. Et notamment dans l'Ur-Or, il y a l'essence de Vulcatrix, donc quand ils l'utilisent, ils s'en imprègnent. En fait pour eux, les Magmadroth, ah oui parce que les Magmadroth du coup sont des lointains descendants de Vulcatrix, qui sont du coup domptés par les Fire Slayers, car jugés comme suffisamment dignes. C'est des bestioles qui vivent dans le magma, qui ont la peau dure, qui sont assez petits fondamentalement. Quand on met un Magmadroth à côté d'un Mokrocha, il est plus petit. Mais du coup, ils les voient un peu comme les nains du royaume animal. Donc c'est le truc costaud qui vit dans un volcan, qui est pas content et qui est pas bien grand. Mais pour la loge Lofnir, c'est pas juste des compagnons. Ce sont des cousins spirituels. Ce sont les descendants de Vulcatrix, là où eux sont les descendants de Grimnir. Comme maintenant c'est la même entité, au final ils sont presque frères. Et donc la loge Lofnir, dans les règles, ça se traduit par, ils peuvent avoir plus de Magmadroth sur la table, ils les passent en ligne, ils peuvent avoir plus de traits de Magmadroth, des choses comme ça. Mais en fait ça c'est expliqué parce que dans le fluff, c'est la loge qui a le plus de Magmadroth. Parce qu'eux ils essaient pas de les dompter, ils les élèvent directement. Ils vont pas les chercher dans les fonds de magma à côté de la cité. Non, non, ils ont une partie de chacun de leurs magma forts dédiée à l'élevage de Magmadroth. Et les prêtres Jargrim ne vénèrent pas que Grimnir, vénèrent également Vulcatrix, et ce sont eux qui sont chargés du domptage, et non pas le guerrier qui va ensuite se retrouver sur le Magmadroth. Donc eux ont un lien tout particulier à Grimnir, du fait qu'ils considèrent que Grimnir n'existe plus, maintenant c'est Grimnir Vulcatrix. D'ailleurs en parlant de Grimnir quelque chose, ça c'est juste un détail, mais les pères des runes, prennent, quand ils deviennent pères des runes, un nom. Alors parfois ils changent leur propre nom, parfois ils gardent le même, mais ils rajoutent toujours Grimnir à la fin, pour signifier que en fait ils sont le Grimnir de cette cité, c'est-à-dire le leader, le chef, le plus grand guerrier. Par exemple, l'un des leaders légendaires, c'était le chef de la bande Underworld, Fire Slayer, qui était sorti il y a longtemps, il s'appelle Fuel Grimnir, et lui c'était le père des runes de la cité de Volstagg, donc la principale, c'est ceux qui sont en orange et or, qui sont sur les couvertures. C'est la seule loge qui descend directement d'une des loges fondatrices. Donc ceux qui étaient les premiers magmaphores, qui ont connu Grimnir, ils sont tous tombés, comme je vous le disais, mais il y en a un, donc c'était la Vosforge, qui était le plus grand déjà à l'époque, qui, lorsqu'il est tombé, il y avait suffisamment de réfugiés pour qu'ils fondent directement une loge à eux, au lieu d'aller se planquer dans Azir directement, ou s'enfermer au fond des montagnes, des choses comme ça. En fait, ils n'ont pas... D'ailleurs, je suis en train de me dire une bêtise, il n'y a aucun Fire Slayer qui allait se mettre dans Azir lors de la première chute. Il y en a eu après les réouvertures des portes, typiquement les Tangrim dont je parlais tout à l'heure, mais au tout début, il n'y en a pas qui soient allés se cacher là-bas. Mais en fait, les Vostarg, ils ont été créés directement après la chute de la Vosforge. Il y a un des fils des runes qui a dit maintenant, je suis Vostag Grimnir, fils de Vosforge Grimnir, et je vais aller fonder la loge Vostag un peu plus loin. Et cette ligne-là est directe. Donc du coup, eux, ils ont une gloire énorme du fait que leur cité a connu Grimnir. Grimnir, s'il revenait, se souviendrait d'eux, alors que les autres, ce seraient tous des nouveautés. Et donc Fuel Grimnir, c'était un des légendaires, c'est celui qui a la meilleure réputation depuis Vostag Grimnir, le fondateur, qui avait la meilleure réputation. Il était vu comme le meilleur guerrier, le plus noble meneur, le plus... pas avide, mais... parce qu'au final, ils doivent négocier leurs contrats, leurs choses comme ça. Et lui était particulièrement bon à ça, il a amené gloire et richesse à la cité. Et en fait, suite à un contrat qu'il avait pris, il est parti avec un groupe de soldats, donc les H élus qui sont sa bande dans Underworld, dans la cité de Shadespire. En fait, quand il est parti tellement longtemps qu'il y a un de ses fils qui a pris le relais. Donc actuellement, en théorie, il y a 2 pères des runes à Volstagg, et c'est les seuls. C'est juste que il y a Fuel Grimnir qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, on va parler des unités qui existent dans l'armée, et ensuite on parlera de ce qui pourra arriver pour la suite, que ce soit en unité ou pour le fluff des Fire Slayers, et je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Du coup, les unités que les Fire Slayers ont actuellement, c'est une armée qui est assez... pas
pas répétitive à proprement parler, mais c'est vrai qu'au final, toutes les unités ont un peu le même rôle. Comme je vous le disais, c'est des gens dont l'objectif est de ramener Grimnir en utilisant les méthodes de Grimnir. Et Grimnir, c'était un type qui avait une manière de combattre. Donc c'est sûr que des gens qui imitent son style vont avoir un look général assez similaire. Mais il y a quand même quelques petites variations. Au sommet de la pyramide Fire Slayers, donc comme je vous le disais, il y a d'un côté les Jargrim et les Pères des Runes. Le Père des Runes, c'est le chef de l'armée. On peut en avoir qu'un seul dans l'armée, parce que factuellement, à part Vostarg, mais c'est très particulier, il n'y en a qu'un seul. Donc le Père des Runes. Les Fils des Runes, qui sont du coup des héros de très haut niveau. Alors eux, en général, dans les règles, ils vont... Alors je sais pas s'ils les ont encore avec la V3, mais pendant longtemps, ils avaient des systèmes où en gros, s'il y en avait deux, ils étaient en compétition. Parce que le but, c'était de briller dans les yeux de leur père pour être nommés héritiers. Donc eux, ils avaient des bonus s'ils se battaient côte à côte. Et ils avaient des trucs anti-monstres, puisque l'idée, c'était de faire des grands trucs héroïques, montrer que je suis digne, donc tuer le général en face, tuer des monstres, des choses comme ça. Et alors, les Fire Slayers se battent tous avec des haches. Ils ont tous au moins une hache de jet sur eux, et l'immense majorité des Fire Slayers ont une hache comme arme principale. Il y a 3 exceptions à ça, que je sache. Il y a les... 4. Et notamment, les Fils des Runes peuvent se battre avec des javelines. Alors, ils peuvent se battre au corps à corps avec leur javelot, mais ils peuvent également le lancer, et c'est une des rares armes de tir qu'ils ont. Et à ce moment-là, c'est leur arme principale, s'ils ont cette lance. Donc voilà, les Fils des Runes. En dessous, il va y avoir les Berserkers Atregarde. Alors les Berserkers Atregarde, ce sont les gardes du corps en théorie, Pères des Runes, mais également des Fils des Runes. Ça va être les guerriers d'élite, eux. Dans l'idée, faut les voir comme les marteliers de battle, mais avec des haches. Donc parfois, ils sont plus vieux, mais les Fire Slayers, autant ils ont ce respect des anciens, autant le plus important, c'est la puissance physique. Alors, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo antérieure, mais les nains ne s'affaiblissent pas physiquement avec le temps. Justement, ils se renforcent. Mais ils ont peut-être un peu moins de force explosive, ils sont plus costauds. Donc dans l'idée, les Atregarde ne sont pas nécessairement des vétérans par leur âge, mais c'est ceux qui sont les plus forts, les plus dignes, les plus ardents, c'est rigolo, des guerriers. Donc les Atregarde, eux, on va avoir la spécificité par rapport aux autres unités de l'armée de se battre avec des armes à 2 mains. Alors ils ont accès soit à une grosse hache qui fait des bons dégâts, soit une espèce de hache qui a presque un côté... moi j'aime y voir un côté un peu rituel, religieux, je le vois comme leur arme de cérémonie, qui sont des haches un peu plus simples, des bardiches, avec une chaîne et un brasero au bout. Donc il y a ce côté littéralement enflammé, alors bon, quand ça tape, ça met des BM, parce qu'il y a le brasero qui vient taper, mais dans l'idée, moi je le vois plus comme une arme de cérémonie, on est des tueurs de feu, donc moi je vais te taper avec du feu, en plus de te tuer avec la hache. Donc, ça va être pour les Berserkers Atregarde. Donc dans les règles, après, ils vont avoir des règles de garde du corps, des choses comme ça. Ils peuvent taper en même temps que leur seigneur, puisque en fait, c'est sa compagnie directe. Il faut presque considérer le Runeson ou le Runefather comme le chef d'unité de ces gars-là. Même s'il y a un Karl dans cette unité. En dessous des Berserkers Atregarde, on va avoir les Berserkers Vulkite, ou Vulkite. Moi j'aime bien Vulkite parce que ça fait cerf-volant. Mais donc les Berserkers Vulkite, eux, ce sont le soldat de base. Donc, comme je le disais, en fait, dans la société Fire Slayer, ils sont tous guerriers avant tout. Donc en fait, le Vulkite, il faut le voir comme le citoyen. C'est vraiment le citoyen. Un peu comme je parlais des Grecs tout à l'heure, en parlant du côté mythe. Mais en fait, il y a ce côté un peu cité grecque, où au final, tu es citoyen via ton service militaire, donc le jour où il y a la guerre, tu es soldat. Là, c'est un peu la même chose, mais encore une fois, ils sont soldats avant d'être citoyens, enfin, c'est l'inverse de la société naine. Donc les Vulkites, c'est la population de base, c'est les guerriers. Eux, pour les différencier en tant que figurines, c'est ceux qui se battent avec des armes à une main. Alors que ce soit une pioche, 2 haches, ou une hache, et quand ils ont qu'une arme, ils ont un bouclier avec. Mais la défense, ça, c'est bon pour les nains des Karak, c'est bon pour ceux qui vivent dans les montagnes et pas dans les volcans. Nous, on est là pour attaquer. Donc même leurs boucliers sont en fait des boucliers avec des lames sur le bord, qu'ils peuvent lancer lors des charges. Donc l'idée, c'est que on est là pour tuer du monde, on n'est pas là pour survivre à ce combat. Pour survivre, on a nos runes, et de toute façon, si on meurt, ça sert Grimnir. Donc voilà. Donc les Vulkites, eux, sont beaucoup plus basiques, beaucoup plus nombreux. Il faut imaginer que dans une cité Fire Slayer, 90% de la population sont des Vulkites. Alors parfois, ils sont en train de faire leur métier, donc tu vas avoir un gars, son travail, c'est de fabriquer les espèces de tuniques qu'il porte, mais à côté, si tu lui parles mal, le gars, il te bat avec 2 haches. Voilà. Donc ça va être pour la partie beaucoup plus qui va être la soldatesque, en fait, donc vraiment les guerriers Fire Slayer, et ensuite, on passe directement du côté des prêtres, et c'est là qu'on voit que leur société est très simple, en fait, parce qu'au final, ces 4 catégories-là, c'est tout le monde, sauf les prêtres. Ensuite, du coup, les prêtres,
le maître des runes. Lui, c'est le chef. C'est le plus ancien, le plus digne, le plus vénéré des forges runes. C'est celui qui fabrique directement les runes. C'est-à-dire que lui, il prend l'Ur-Or, il va dans la maître forge, je sais pas comment il s'appelle, ouais, c'est cette master forge, je crois, dans la grande forge de la cité, et il transforme l'essence divine de Grimnir en quelque chose qui va permettre aux autres Fyreslayers d'être des armes dans les mains de leur dieu. Donc lui, il a un rôle complètement sacré. Détail amusant, encore une fois, je parlais de ceux qui n'ont pas de hache. Ah oui, en parlant de pas de hache, on pourrait me dire, oui, mais la pioche, c'est pas une hache. Oui, mais ce jeu est fait par des gens qui sont anglais, et en anglais, on dit pickaxe. Donc en fait, la pioche est une hache dans la culture des gens qui font les Fyreslayers. Donc voilà. Mais du coup, le maître rune, pour le coup, autant il a une hache de jet, autant lui il se bat avec un sceptre, il a un bâton. Lui, c'est le seul qui soit vraiment sorti de son rôle de combat. Il peut combattre, bien sûr, mais fonctionnellement, lui, avant tout, c'est un prêtre. Donc il fabrique les runes. Et il est responsable des invocations, enfin bref, c'est le type qui tient le culte de Grimnir dans la cité. En dessous de lui, on va avoir les Runekeepers, enfin les gardes-runes auriques, et les gardes-flammes auriques. C'est Flamekeepers, c'est Auric Flamekeepers, c'est ça, les Flamekeepers, donc ceux qui ont les masques, et les frappes-runes. Eux, pour le coup, ça va être, alors sans être les petites mains, c'est ceux qui représentent plus la généralité des prêtres. Surtout les frappes-runes. Les frappes-runes, eux, leur boulot, c'est de mettre les runes dans les Fyreslayers. Alors autant, bien sûr, le maître des runes peut le faire, et c'est généralement lui qui va le faire pour le père des runes et les fils des runes, mais c'est avant tout le travail des frappes-runes. Donc, ils doivent avoir une notion de fabrication de runes, bien sûr. Ils sont tous, en théorie, en formation pour à un moment remplacer le maître des runes, parce qu'il n'y en aura qu'un seul qui sera choisi. Mais donc voilà, eux, c'est plus un rôle directement pratique. C'est-à-dire qu'il faut voir le maître des runes comme le pape de leur religion, là où les frappes-runes sont les prêtres. Et le garde-flamme, lui, il a un rôle un peu particulier. En général, il va y en avoir un, parfois deux s'il a un apprenti dans une cité. Lui, son rôle, c'est récupérer les runes consommées ou non, les non consommées en priorité, sur les pyrotueurs qui sont tombés au combat. C'est-à-dire qu'en fait, les runes Fyreslayers, c'est pas une espèce de truc one-shot que tu utilises, c'est pas une piqûre de stimulant que tu te mets et ensuite tu pars au combat. En fait, tu peux consommer une rune en entier en un coup si tu le souhaites, mais au final, ça veut dire que derrière, bah, t'en as plus. Donc, en général, en fait, ils utilisent passivement une partie de leur rune, et au moment où ils ont besoin d'un boost, ils vont en consommer une en entier, mais toujours garder des runes actives sur eux. Donc, en général, quand un Drengijar meurt, à moins qu'il ait eu le temps de, dans un dernier éclat, brûler tout d'un coup et tuer un dieu, en général, quand il tombe, il va leur rester des runes dessus. Le travail du garde-rune, c'est au combat, sinon c'est celui qui va gérer les incinérations, les choses comme ça dans la cité en temps de paix, enfin en temps de paix pour les pyrotueurs. Au combat, en fait, son travail, c'est récupérer les runes sur ceux qui sont tombés. En fait, bah, du coup, il collecte de l'essence divine sur lui. Ça, dans les règles, ça se traduit par le fait que chaque fois qu'une figurine pyrotueur meurt à côté de lui, on incrémente un dé jusqu'à 6, et à 6, il peut faire un bonus. Parce qu'en fait, il faut imaginer que chaque fois qu'un Fyreslayer meurt, sa puissance n'est pas perdue, elle est récupérée par lui, et de temps en temps, quand il a assez de runes non consommées sur lui, bah, en fait, il peut les consommer pour les autres. Donc voilà. Lui, c'est... donc on en revient à ce que je disais au tout début. Quand ça a commencé, ils avaient des genres de babioles autour du cou, autour des mains, des choses comme ça, pas directement dans leur chair. En fait, c'est ça que fait le garde-rune, le garde-flamme. Ils les utilisent comme des babioles, où, au lieu d'être directement infusés dans une personne, c'est dispersé dans l'air, mais du coup, ça en touche plusieurs. Donc lui, ça va être son travail à lui. Et ensuite, il va y avoir je crois qu'il ne reste que 2 unités dont je n'ai pas encore parlé. Alors bon, il y a la nouvelle qui est sortie avec Harbinger, mais je l'ai pas encore lu. Je reviens. Mais lui concrètement, parenthèse rapide sur lui, de ce que j'ai compris, c'est le dernier survivant d'un fort magma qui est tombé. Et son but en fait, c'est de venger son fort magma. Il a plus vraiment d'attache, plus vraiment de famille, donc il va au combat complètement berserker. Je le vois un peu comme un tueur à l'ancienne, c'est-à-dire une notion de j'ai plus rien pour vivre, donc je vais mener les guerriers vers un combat héroïque. Et étrangement, il se bat avec des marteaux, lui. Donc je sais pas si c'était purement une volonté de changer un peu ce qui existait, ou s'il y a une notion de rupture avec la société Fyreslayer, c'est-à-dire que je n'ai plus ma forteresse, donc je ne me battrai plus avec une hache, qui est le symbole traditionnel de mon peuple, je vais me battre avec un marteau, pour symboliser le fait que je suis différent. Donc voilà, fin de la parenthèse sur lui, je n'en sais malheureusement pas encore plus. mais du coup, on a ensuite le berserker
âpre colère, je crois, et le cherche-destin, le Doomseeker. Eux deux, ils ont des rôles très spécifiques. Le Berserker âpre colère, c'est le champion de la cité. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, le père des runes, c'est en théorie le meilleur guerrier, puisque c'est le leader de tous ces gens. Mais c'est pas toujours exactement le cas. En général, c'est celui qui va avoir accès aux meilleures runes. C'est celui qui a littéralement la clé, l'arme des runes Phasar. Vous savez, c'est cette espèce de gigantesque hache avec une tête bizarre. En fait, c'est une clé. C'est-à-dire qu'il s'en sert comme une arme, mais c'est également, ça sert à ouvrir la réserve d'Ur-Or de la forteresse. Donc c'est des trucs particulièrement solides parce qu'il faut pas l'abîmer en tapant sur quelqu'un et qu'ensuite ça ouvre plus la porte. Il faut pas non plus la perdre au combat, donc ça faut faire attention. Mais du coup c'est ça. Et alors il y a aussi un détail rigolo, c'est le symbole d'Akshi, le royaume du feu, c'est une clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois c'est des petits symboles un peu en forme de flèche et ils ont tous un détail spécial. Le symbole d'Akshi, ça a toujours, aussi loin que Battle, été une clé. Donc je trouve ça rigolo que du coup le chef des nains d'Akshi va se battre avec une clé. Mais fonctionnellement, autant ce sera le guerrier le plus augmenté et probablement le plus protégé, le plus expérimenté, c'est pas forcément celui qui a, de manière innée, le meilleur sens du combat. Lui, c'est le Berserker âpre colère. En fait, c'est le type à qui on dit, bah écoute, toi t'es le meilleur guerrier, on va te donner les deuxièmes meilleures runes. C'est-à-dire que faut le voir comme l'équivalent d'un champion de l'empereur dans une armée de Black Templar ou une chose comme ça. Si on lui donne la meilleure arme, on lui donne les meilleures runes, et on lui dit, bah voilà, tiens, le champion ennemi, il est là-bas, bonne journée. D'ailleurs, détail rigolo, la hache du Berserker âpre colère, c'est à peu près l'exacte même hache qu'utilise Gotrek. C'est-à-dire que c'est un modèle un poil différent. Et quand on regarde dans les illustrations des Berserker âpre colère, de temps en temps, ils ont l'exacte même hache que Gotrek. Donc en fait, il faut... Parce que la hache qu'actuellement a Gotrek, c'est une hache qu'il a trouvée dans une forge pyrotueur, qui était genre l'arme maîtresse, le chef-d'œuvre du meilleur forgeron de la meilleure forge des pyrotueurs. Donc c'est un peu la Excalibur des fers, c'est-à-dire qu'il l'a récupérée alors que personne n'arrivait à la prendre, car elle était tant infusée d'énergie de Grimnir que personne n'arrivait à la soulever, enfin bref. Mais fonctionnellement, il faut les voir comme des mini-Gotrek. C'est-à-dire que c'est des types qui, là où Gotrek n'a qu'une seule rune, il en a une costaude, mais je finirai sur Gotrek, vous savez quoi. Donc c'est ça, c'est des mini-Gotrek. C'est un excellent guerrier avec un excellent armement et un soutien divin passif. Et le Doomseeker. Alors le Doomseeker, c'est pour le coup le tueur à l'ancienne. Littéralement cherche destin, cherche mort. C'est un tueur qui, pour une raison ou une autre, enfin un tueur pyrotueur, qui a décidé que ouais, j'ai plus besoin de vivre. Parfois par perte de l'honneur, parfois par simplement volonté de si j'essaie de survivre, je me battrai moins bien que si je m'en fiche. Donc c'est quelqu'un qui se dit moi, je vais foncer dans le tas, en tuer le plus possible et si je meurs, je meurs. Donc autant le nouveau personnage avec ses deux marteaux a un côté tueur à l'ancienne de « je n'ai plus de raison de vivre, donc on y va », lui il a vraiment ce côté de « je veux mourir au combat ». C'est comme ça que je serai l'exemple le plus grand de Grimnir, c'est en mourant au combat, qui lui-même est mort au combat contre la plus grosse menace possible. Donc c'est des gens qui essayent de faire un ersatz de ça. Détail amusant, eux ne se baladent pas dans un Fyrd. Alors oui, j'ai pas dit au début, mais un Fyrd c'est une armée de Fyreslayer. Les Doomseekers sont libres, ils se baladent de cité en cité, ils vendent leurs services aux gens, mais eux pour le coup en fait ce qu'ils font c'est que ils récoltent de l'Ur-Or personnellement, et de temps en temps ils passent dans un magma fort et ils disent voilà tiens forge rune, fais-moi des runes. Contrairement aux tueurs de battle, ils ne sont pas vus comme hors de la société par exclusion, ils sont hors de la société par fait. C'est-à-dire que quand un Doomseeker vient dans une cité, il est accueilli comme un héros. On sait qu'il va pas rester, on ne l'encourage pas à rester, c'est pas le but, mais quand il dit tiens j'ai de l'Ur-Or, est-ce que tu peux me faire des runes, on lui fait ses runes. On lui change ses runes, on le recharge à fond et on le renvoie tuer des démons dans la nature. Et de temps en temps, ils se joignent à des hostes de pyrotueurs quand il se trouve qu'ils sont à côté ou qu'ils ont entendu l'appel du combat, etc. Donc voilà, je crois qu'avec ça... Non, j'ai oublié les Atregardes runiques, ou auriques, je sais plus. Auric, Earthguard, oui c'est ça, les Atregardes auriques. Eux, c'est le pendant religieux des Berserker Atregardes. Ce sont des gardes du corps également, mais au lieu d'être les gardes du corps des chefs militaires de la ville, ce sont les gardes du corps des chefs religieux de la ville. Donc en fait, ils ont en théorie la même formation que les Berserker Atregardes, mais au lieu de se battre avec des haches, puisqu'ils vont être au milieu du combat à entourer leur seigneur qui est au milieu du combat, eux, ils vont avoir ce qu'on appelle des magma pikes. En fait, ce sont en théorie des genres de haches, mais qui peuvent, via des runes de feu... Alors, en fait, ça crache de la lave. Mais l'idée, c'est pas qu'ils ont un réservoir de lave et que c'est un truc ingénieur ou quoi. Non, non, il y a une rune de lave à l'avant, ils activent la rune de lave et ça crée un jet de magma.
Faut les voir, vous savez, les invocations magmiques des Fire Slayers, ils peuvent créer des trucs de magma. En fait, là, c'est la même chose, mais à tout petit format. Ils s'en servent pour tirer sur les gens. Eux, l'idée, s'ils ont des armes de tir, c'est parce que la personne qu'ils doivent protéger reste en retrait. Donc en gros, c'était la meilleure manière de leur permettre de combattre quand même, tout en respectant leur serment de je garde le type auquel je suis. Donc voilà, et là maintenant, je crois que j'ai fait le tour de l'armée. J'ai parlé des serments à l'instant de protection. Les Fire Slayers restent un peuple très honorable. Je vous ai parlé du fait qu'ils vendent leurs services aux plus offrants, tout ça, mais une fois qu'ils ont prêté un serment, ils le tiennent. C'est très rare, le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la cité d'Anulgu, où, puisqu'ils ont été payés plus, ils se sont retournés. À ce moment-là, il y a un côté déshonorable. Et probablement qu'ils n'avaient pas prêté de serment ou quoi, et qu'ils jouent un peu là-dessus. Mais un Fire Slayer reste un nain, avant tout. Quand il a donné sa parole, il a donné sa parole. Ça, c'est très important. Et ils se souviennent que Grimnir est quand même le fondateur du serment du tueur, qui est le serment le plus costaud que tu puisses faire, avec le serment des rois. Mais donc voilà, il y a toujours cette notion très très importante du serment dans leur société. Et notamment, il y a une notion de rancune pour les gens qui n'ont pas tenu leur serment, que ce soit leurs alliés ou eux-mêmes. Il y a une des cités qui est dans Azir, il y a 2 cités dans Azir, enfin il y en a sûrement plus, mais il y en a 2 qui sont nommées. Je vais essayer de retrouver ici. Hop, c'est les Gelvagd. Donc c'est un des descendants de Vostarg, qui eux sont dans Azir, et en fait, eux sont particulièrement rancuniers. Et en fait, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose contre eux, ils gravent son nom sur une plaque de métal, et le jour où cette rancune est vengée, en général dans le sang, ils jettent la plaque dans la fosse, dans la douve de magma qui les sépare de la cité d'Azirheim, parce qu'ils ne veulent pas être mélangés avec eux. Là où les Tangrim, pour le coup, vivent avec les autres, eux, ils sont dans leur coin, non, on n'aime pas les gens, et puis voilà. Donc eux, ils ont toujours ce côté très très rancunier. Et suivant les différentes cités, ils ont une gestion différente de ça. J'avais dit que je finirais par Gotrek, je vais donc finir par Gotrek. Comment est-ce que Gotrek se place dans cette société pyro-tueur ? En fait, Gotrek, c'est une espèce d'amalgame d'un peu tout le monde, sauf peut-être les prêtres. C'est-à-dire qu'il a toujours ce côté Doomseeker de lui, il cherche toujours à mourir, même si c'est plus ou moins en train de lui passer via l'évolution des romans. Il est plus en train de se dire je vais sauver les royaumes et ensuite je verrai ce que je fais, plus que je vais mourir pour moi-même comme un égoïste. Il est en train de se rendre compte que c'est pas forcément la bonne pensée. Mais il a toujours ce côté Doomseeker. Et d'ailleurs, dans l'un des premiers romans, il est reconnu par un des Fire Slayers comme l'incarnation de l'aspect Doomseeker de Grimnir. Et il faut savoir que avant même de récupérer la rune qu'il a, si vous lisez la fiche de stats de Gotrek, le truc qui fait qu'il est imbutable là, qu'il réduit les dégâts de 1, enfin je crois que c'est celui-là, Avatar. Je sais plus si c'est les polières qui réduit les dégâts à 1, ou enfin bref. En tout cas, il a un machin qui s'appelle la rune maîtresse de Blackhammer, je crois. Je crois que c'est de Marteau Noir. En fait, c'est un Fire Slayer qui s'est dit, enfin un maître rune, qui s'est dit, bon, ok, on fait des runes où on a des fragments de Grimnir, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils sont toujours en train d'expérimenter pour améliorer cette technologie runique. Et il y en a un qui s'est dit, je vais essayer de faire une rune plus grosse, plus forte et plus pure que toutes les autres, et voir ce que ça fait. En fait, il a fait une espèce de méga rune dans laquelle il y a un pourcentage significatif de Grimnir à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, je crois, quand il l'a fait, ça représentait l'équivalent de toutes les runes qu'il y aurait dans 2-3 armées complètes de pyro-tueurs. Donc c'est un truc solide. En fait, quand il a fait ça, il a fait, bon ok, si je le branche, enfin je le forge dans n'importe qui, la personne va exploser, donc je vais juste la laisser là. Et on attendra de voir ce qu'on va réussir à en faire. Elle est restée sur cette forge pendant un paquet de temps. Sigmar plaide depuis un bout de temps pour récupérer cette rune, parce qu'il se dit qu'avec ça, lui, il pourrait forger des super éternels de l'orage. Les pyro-tueurs ne sont pas du tout partants pour cette solution, et ils ont refusé. Et en fait, le jour où Gotrek, qui était déjà très très solide, il faut savoir que Gotrek, que je vous avais déjà expliqué ça une fois, mais il se battait avec la hache de Grimnir, qui contenait une bonne partie de son essence, et qui passait au fur et à mesure dans Gotrek, et arrive à Endtime, Gotrek c'était une espèce de mini-avatar de Grimnir. Quand il arrivait dans les royaumes mortels, il a été un peu identifié par les Fire Slayers comme une espèce de version bizarre d'eux-mêmes, parce qu'il avait cette essence divine, mais il n'avait pas de rune. Et puis un jour, il est tombé sur cette rune maîtresse. Et en fait, la rune l'appelait, comme lui appelait la rune, parce que c'était en soi les 2 plus gros morceaux de Grimnir dans les royaumes mortels. Et quand il a pris la rune, elle s'est fixée dans son torse. Alors sur la figurine, il la tient à la main, mais en fait, elle est dans son torse, il peut pas l'enlever. C'est une espèce de faut imaginer une espèce d'Iron Man nain. Il l'a là, il peut pas l'enlever, ça le pompe plein de fureur. Et en fait, cette rune, il a du mal à la maîtriser. C'est-à-dire que quand il combat, plus il s'énerve, plus la rune brille, plus lui-même est empreint de l'esprit de Grimnir, et s'il se bat suffisamment, c'est Grimnir qui prend le contrôle. Et lui-même ne se gère plus. Et quand il sort de cet état berserker, il n'est pas content du tout parce qu'il considère que Grimnir l'a laissé tomber,
Et que, du coup, il est en train d'aider un type qu'il considère comme un briseur de serment. Donc voilà, il a un rapport très conflictuel avec Grimnir, qui fait que il a un rapport très conflictuel avec les Fyreslayers, qui eux-mêmes le voient comme la réincarnation probable de leur dieu. Hein. Ils sont convaincus que s'ils donnent assez d'Ur-Or à Gotrek, Grimnir va revenir dans Gotrek. Et que tout le travail qu'ils font depuis longtemps est ce qui a appelé Gotrek. Donc eux, ils sont très très contents qu'il soit là, mais lui, il les voit de un comme des idiots, puisqu'il considère que suivre un dieu, c'est stupide. Surtout Grimnir, qui est après tout un lâche, un traître, tout ce qu'il veut. Donc il considère que les Fyreslayers n'ont aucun jugement et aucune volonté d'agir par eux-mêmes. Mais il se rend aussi compte que de tous les peuples des royaumes mortels, c'est un de ceux les plus braves. C'est un de ceux avec qui il a le plus en commun, en fait. Donc il a ce côté de... En fait, les Fyreslayers représentent tout ce que lui n'aime pas chez lui. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était un tueur qui avait prêté serment à Grimnir, qui suivait la voie de Grimnir, et autant il essaie de s'en détourner aujourd'hui, autant les Fyreslayers, ils sont toujours sur cette voie-là, et donc il a ce côté de... Donc, en fait, ça l'embête énormément que les Fyreslayers le suivent et chantent sa gloire, mais ça reste quelqu'un d'assez vain, Gotrek. Il est très, très content que des gens chantent sa gloire, il est très content d'avoir des copains avec qui discuter, et plus ça va, plus il change de vision sur les royaumes mortels, et de se dire que bon, ok, ils sont très très dévots envers les dieux, et lui considère que c'est une aberration, mais ça reste ce que j'ai de plus proche d'une famille. Ces royaumes mortels, c'est la suite de mon ancien monde, je vais essayer de les sauver, et plus ça va, plus il est copain avec les Fyreslayers. De plus, il est actuellement en quête pour essayer de réunifier les royaumes nains et refonder le Karazhan encore, donc ce qui passerait par aller expliquer à Grungni qu'il faut sortir d'Azir, aller expliquer au Caradron que c'est bien de un peu aider les copains même sans argent, expliquer aux Fyreslayers que oui, c'est bien d'être fanatique, mais aidons un peu les copains, refonder tout ça, faire ce qu'ils appellent le Grand Douar Drajal, donc la grande armée unifiée des nains. Là, en ce moment, c'est le gros projet de Gotrek. Et de pas mal de seigneurs, que ce soit Caradron ou Fyreslayers. Je sais pas encore trop pour les déposséder, mais il y a de fortes chances qu'ils soient partants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, ça m'a plu, je m'y suis un peu perdu, mais j'adore. Moi, le Fluff Fyreslayer, plus je le lis, il y a une grosse évolution entre la V3 et la V2, qui est très plaisante, où ils ont pas mal différencié les loges. Avant, c'était un peu, c'est des mercenaires, mais ils servent Grimnir pour tous. Maintenant, il y a beaucoup plus ce côté de, il y en a qui servent plus l'ordre, il y en a qui servent plus Grimnir. Il y a plus cette notion de... individuellement, ils ont plus de personnalité. Ça passe aussi pas mal par les romans. Donc moi, j'ai très très hâte de voir la suite. Mais voilà. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Content de revenir, ça faisait longtemps. Bon été à vous, n'ayez pas trop chaud. Et souvenez-vous, si vous avez chaud, c'est Grimnir qui vous fait un câlin et qui vous appelle au combat. Allez, Trom Dawi tout le monde, c'était Brangdeal. À bientôt.